La montée des eaux menace des territoires entiers, fragilise les écosystèmes et bouleverse les vies. Dans les territoires ultramarins, ce n'est plus une crainte, mais une réalité. Comment continuer à habiter ces territoires avec espoir ? Notre première halte nous emmène à Mayotte, déjà touchée par l'érosion côtière. L'association FMAE contribue à étendre des mangroves et ces forêts marines servent de bouclier naturel contre les vagues et les tempêtes. Dans notre portrait de la semaine, nous avons suivi Jean-Guy, un marin-pêcheur en Martinique. La mer, il l'aime et la respecte, pourtant elle a emporté une grande partie de sa vie, sa maison. Aujourd'hui, malgré les blessures, Jean-Guy se reconstruit, un moyen de ne pas se laisser submerger intérieurement. Dans la chronique, nous ferons un point sur la montée des eaux dans tous les territoires et les solutions mises en œuvre au quotidien. Submergé, comme dans la légende antillaise de Maman de l'eau, Luciano nous raconte l'histoire de cette figure mystérieuse et ambivalente. Mais que veut nous dire la mer lorsqu'elle submerge la terre ? Pour le savoir, embarquez avec moi dans cette légende antillaise. Depuis la nuit des temps, on dit que dans les profondeurs de la mer des Caraïbes vit une sirène à la beauté incomparable. Mi-femme, mi-poisson. Elle a un nom que personne n'ignore dans ces îles, Maman de l'eau. Regardez la mer. Maman de l'eau est là. Elle veille. Elle observe chaque geste des hommes et des femmes de la terre. Chaque jour, avant que le soleil ne se couche, elle sort de son royaume et s'assoit sur un rocher. Miroir à la main, elle peigne ses longs cheveux et elle regarde. Oui, elle regarde dans son miroir le reflet du monde des hommes. Quand elle voit ceux et celles qui respectent l'eau, qui pêchent avec sagesse et qui gardent les rivières pures, son cœur se remplit de douceur. Alors, Maman de l'eau ouvre ses mains et laisse la mer offrir ses trésors. Poissons argentés, coquillages colorés. La mer sourit, la mer offre, la mer protège. Mais quand elle découvre ceux et celles qui salissent l'eau, qui prennent sans mesure ce que donne la mer, ses yeux deviennent sombres comme l'orage, ses cheveux se dressent, et les flots se soulèvent. La mer gronde, la mer bouillonne, la mer emporte. Voici que la mer submerge la terre. Depuis toujours, les anciens disent que Maman de l'eau n'est pas seulement une créature merveilleuse. Elle est la gardienne des eaux. Et chaque fois que la mer submerge la terre, certains murmurent. Écoutez, c'est Maman de l'eau qui rappelle aux hommes de prendre soin de la nature. Voilà. Maintenant, vous savez ce que veut dire la mer lorsqu'elle submerge la terre. Et je vous ai transmis le message pour qu'on en parle encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Allez, direction tout de suite Mayotte. Nous sommes allés à plusieurs endroits, dont Petite Terre. Aurélie, en quoi Mayotte est-elle menacée par la montée des eaux ? Alors déjà, il faut connaître son altitude moyenne, elle est de 27 mètres, c'est très peu, parce que dans l'océan Indien, par exemple, la Réunion a une altitude moyenne de 500 mètres. Alors Mayotte est menacée chaque année par la montée des eaux, d'autant que 80% des constructions sont situées sur le littoral dans l'archipel. Et nous avons rencontré des hommes et des femmes qui veulent justement protéger leur terre. Exactement Muriel, ce sont les bénévoles de la Fédération mahoraise des associations environnementales, la FMAE. Ils agissent notamment pour renforcer les barrières naturelles, comme la mangrove qu'on voit ici également. Il y en a près de 90 000 hectares dans tous les territoires d'outre-mer, des écosystèmes nécessaires pour l'avenir et que les Mahorais veulent préserver. Quelles solutions pouvons-nous mettre en place face à la montée des eaux ? Reportage d'Anna Bélissance et Clarisse Desbâtis. C'est une frontière entre terre et mer. Un rempart racinaire peuplé de précieux arbres nommés palétuviers. Les habitants des côtes doivent beaucoup à cet écosystème parmi les plus riches de la planète. La mangrove est une précieuse protectrice et elle est en danger. Ici, Mainla est chargée de mission zone humide et eau à la Fédération mahoraise des associations environnementales. La mangrove est un terrain qu'il connaît bien.
Au gré des recensements, il a vu ce trésor de biodiversité reculer, submergé par la multiplication des phénomènes de forte houle. Même les palétuviers les plus anciens ne sont pas encore remis du passage dévastateur du cyclone Chido en décembre 2024. Les palétuviers ont vraiment joué le rôle de rempart. Il y a certaines mangroves qui étaient déjà dans un état considéré critique, surtout les arrière-mangroves. Et là, vu avec le passage du cyclone Chido, on a beaucoup de palétuviers qui sont cassés ou tombés au sol. Les pressions d'origine naturelle sont essentiellement liées au changement climatique et à la montée des eaux. Seconde mangrove mahoraise par la taille, la mangrove de Dzumangye accueille les 7 espèces de palétuviers présentes à Mayotte. Mouhamadi Moussa est chargé de mission biodiversité terrestre. Il a conscience du rôle essentiel que joue la mangrove pour la faune et la flore de l'île. Ces arbres-là, avec leurs différentes typologies, morphologies, vont venir casser tout ce qui est ou les grosses vagues, ce qui permettra à la mer d'arriver sur les côtes avec moins d'intensité par rapport à des zones où justement il n'y a pas de mangrove. Et lorsqu'un tel rempart est fragilisé, l'homme a tout intérêt à en prendre la mesure. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'habitations qui se rapprochent de plus en plus de la mangrove. Et sachant que la montée des eaux se fait petit à petit, ces habitants qui ont construit leur maison près de la mer vont se retrouver à devoir se délocaliser. À Bandrélé, dans le sud-est de l'île, la montée des eaux n'est plus une projection. C'est une réalité depuis plusieurs années pour les habitants de ce village. Sandati se souvient très bien des premières grandes marées, celles qui ont fait basculer le quotidien de tout son quartier. C'était au moment du tremblement de terre en 2021. On a commencé à voir que l'eau montait. Ça a fait beaucoup de dégâts chez nous. Il y avait nos congélateurs et frigos qui s'étaient tous détruits. Il y avait les crabes des mangroves qui s'étaient rentrés chez nous, les anguilles. On ne sait pas trop où l'eau va s'arrêter. Submergés chez eux, plusieurs fois par an, ces habitants redoutent particulièrement les phénomènes cycloniques violents. Encore marqués par Dikeledi, qui 1 mois après Chido a fait déborder les caniveaux dans le village. Lors de Dikeledi, il y avait l'eau qui nous arrivait jusqu'au niveau de la hanche, de la taille. Du coup, les voisins se promenaient avec les pirogues. On voyait les crabes, on voyait les poissons. La même chose avec la marée haute. Quand on voit que ça commence, on alerte les voisins, les amis. Ça nous inquiète parce qu'on ne sait pas d'ici demain, ça sera comment. On a pensé à partir, pourquoi pas. Ben, si on nous donne les moyens, la solution, pourquoi pas. La résilience des habitants atteint ses limites. Quand il y a beaucoup d'eau qui rentre dans toutes les chambres, dans le salon, dans la cuisine, c'est vraiment dur à enlever. Donc, parce que c'est de l'eau salée, ça détruit. Pour l'instant, la mairie en charge de l'aménagement du territoire ne leur a pas proposé de solution de repli et le phénomène s'accélère. Ça c'est sûr, il y en a qui vont partir parce que quand l'eau rentre dans les maisons, c'est invivable. Saïd étudie la question de la montée des eaux en tant que géographe. Une question devenue urgence pour les habitants du littoral mahorais. Tous les littoraux de Mayotte sont aujourd'hui impactés, touchés par la montée des eaux. Soit on fait des digues comme ils ont essayé de faire ici pour empêcher l'eau de rentrer, et ça a un coût. Soit on fait ce qu'on appelle un retrait stratégique. Le nouveau volcan qui est apparu ici à Mayotte, donc qui a commencé en 2018, a fait descendre l'île de 19 cm. Ces personnes-là sont totalement désemparées parce qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse collective pour que ces personnes puissent sortir de cette situation-là. Le phénomène va s'amplifiant, sans compter qu'un jour peut-être on arrivera à un phénomène cyclonique avec une marée de tempêtes et ces habitations seront totalement détruites. Jusqu'à là, on n'est pas arrivé là, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Entre science et résilience, la nouvelle génération est déjà concrètement confrontée à la protection des littoraux. L'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques développe un partenariat avec la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte. Et ça fait une forme d'hippocampe, c'est ça. Mayotte, en fait, c'est une île qui est très ancienne, beaucoup plus ancienne que la Réunion, qui est une île récente parce que l'activité volcanique est récente. Pour ce dernier village itinérant de l'année, les agents de l'État ont pris leur quartier au lycée de Petite Terre. On est à 50 km de Mayotte. Les jeunes sont assez sensibilisés justement par ces phénomènes de montée des eaux.
Mais il y a encore du travail à faire. On essaye de faire 4 villages par an. Ça peut se faire au niveau des écoles. Mayotte, c'est une population qui est très jeune, hein. Donc c'est important en ce moment de sensibiliser les jeunes dans la discussion et avec tous les outils qu'on a mis à leur disposition. Faire prendre conscience à la jeunesse des spécificités du territoire, au regard à la fois du volcanisme et du risque cyclonique. On essaie de réglementer l'usage des sols en bord de mer, en prenant en compte les effets du changement climatique, hein. Donc nous, quand on fait nos cartes d'aléas de submersion marine, pour l'aléa 2100, on ajoute une surcote, on va dire, de 60 cm à 90 cm, selon les secteurs, pour prendre en compte ce changement climatique. À Mayotte, le verbe submerger se conjugue au présent. Les perspectives d'action collective passent donc par l'éducation. Entre volcans sous-marins, mangroves protectrices, habitants éprouvés et jeunesse engagée, l'île invente chaque jour ses propres solutions pour faire face à la montée des eaux. Et après Mayotte, direction la Polynésie française, à la rencontre de notre invité, le père Auguste Wébé Carlson. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors vous êtes curé de la paroisse Christ-Roi de Pamatai, j'espère que j'ai bien prononcé. Dites-nous quelle est justement la situation actuelle de la Polynésie par rapport à cette montée des eaux? Yorana, avant tout de la Polynésie, de ces îles polynésiennes. Je me trouve à Tahiti et nous sommes un peuple de la mer. Les 5 archipels qui composent la Polynésie sont entourés de mer. Et nous sommes un peuple du littoral également. Alors, cette montée des eaux est une réalité bien présente dans nos îles. Et de plus en plus, les populations de ces îles, de l'archipel des Tuamotu notamment, où les terres émergent à peine au-dessus de 2 mètres de l'océan, craignent beaucoup, énormément, et se posent des questions telles que faut-il quitter nos atolls pour trouver une place ailleurs? Père Auguste, vous disiez que vous étiez un peuple de la mer. Le peuple de la mer, c'est pas que géographique en Polynésie, c'est aussi spirituel. Comment les Polynésiens vivent cette réalité? Alors, pour les Polynésiens, la mer n'est pas simplement son environnement, mais comme une mer porteuse. Les Polynésiens ont une relation très, très intime avec la mer et les océans. Nous sommes un peuple quasiment né de la mer et entouré de la mer, avec une histoire où la mer fait partie de toutes nos légendes, de toutes nos histoires. Les Polynésiens sont d'ailleurs connus comme de grands navigateurs, où sur un espace de plusieurs millions de kilomètres carrés, ces Polynésiens ont su coloniser toutes ces îles. Or, aujourd'hui, la mer est devenue une inquiétude. Justement, la relation avec la mer doit être différente. Du coup, comment vous vous protégez de cette montée des eaux? Alors, plusieurs initiatives sont vues ici et là. D'abord, dans la protection des coraux. Nous avons vu apparaître des associations il y a 10-15 ans qui ont commencé à alerter sur la protection réelle des coraux. La première barrière, on va dire, pour protéger ces îles, c'est la barrière récifale. Nous n'avons pas de mangroves ici en Polynésie, comme on vient de voir à Mayotte. Donc la protection des coraux est primordiale, avant même de toucher au reboisement du littoral. Donc il faudra que les Polynésiens apprennent à vivre avec la mer et peut-être à mieux considérer le littoral en apportant, on va dire, un intérêt dans le reboisement du littoral, en plus de la protection des coraux. Et la foi, est-ce qu'elle peut aider aussi à garder espoir et à renforcer cet élan et cette résilience des populations qui sont menacées? Bien sûr que la foi est importante. Les Polynésiens sont un peuple de croyants. Mais j'ai envie de dire ici que la réponse à ce problème grave de la montée des eaux
doit être accompagnée également par la science. La foi peut malheureusement influencer un certain désir de tranquillité au nom de la Bible, en réclamant par exemple que le déluge ne sera plus possible. Or, je crois que la foi a besoin d'être accompagnée par ceux et celles dont le métier consiste à nous alerter et à prévenir les populations. On a compris qu'il fallait donc écouter les scientifiques, mais vous êtes prêtre. Comment l'Église accompagne-t-elle justement les communautés polynésiennes dans ce nouveau défi, aussi bien sur un point matériel que spirituel? Sur un plan matériel, on est très démunis. On a l'impression que c'est un problème qui vient d'ailleurs, cette montée des eaux. Nous produisons très peu à vrai dire, de pollution qui bouleverse le climat. Donc, la responsabilité d'un point de vue matériel, nous sommes assez démunis. Dans nos églises, il faut dire que nous avons eu un discours très en retard. Et ce discours est apparu grâce notamment et même d'une manière générale dans l'Église universelle. Le pape François a été pour beaucoup dans la prise de conscience. Dans nos discours, dans nos homélies, dans tous ces lieux d'écoute où nous sentons responsables de cette planète, maison commune de tous. Alors l'Église a un mot à dire, bien sûr, puisque une grande partie de nos paroisses se trouve dans ces îles des Tuamotu et des archipels éloignés. Et donc nous devons prendre à cœur ce message de protection, même si, encore une fois, nous nous apercevons que la logique d'un tel bouleversement vient d'ailleurs. Et donc il faut, à notre sens, un discours qui dépasse également le cadre polynésien. En un mot, quel message de solidarité aimeriez-vous, ou d'espérance même, aimeriez-vous porter? Alors nous sommes un peuple, on va dire, bâti par l'espérance, bien sûr, où la résilience fait partie de ces hommes et de ces femmes qui vivent directement avec les bouleversements du climat. Et en Polynésie, ce rapport est très concret, et très charnel même. Donc le message que je souhaiterais apporter, c'est que tous les Polynésiens que nous sommes déjà, quelle que soit notre appartenance religieuse ou même politique, devons nous soucier d'une manière plus engageante et plus engagée à protéger ce bien que nous héritons dans la foi et que nos pères ont su également protéger à travers un mot polynésien qu'on entend de plus en plus souvent et qu'on exporte à travers les rahui, à travers les zones protégées. Donc nous devons y participer de tout cœur. Merci beaucoup, Père Auguste, de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes prêtre de la paroisse Christ-Roi de Pamatai. Et bien, direction maintenant tout de suite la Martinique, Aurélie, dans le nord de la Martinique, au Prêcheur, où nous avons rencontré un homme dont la vie a basculé. Oui, Muriel, cet homme, regardez, c'est Jean-Guy. Alors, il habitait la commune du Prêcheur, dans la maison de son enfance, mais le passage de l'ouragan Beryl, en juillet 2024, a complètement transformé son quotidien. Et il y a une spécificité sur la montée des eaux au Prêcheur. Tout à fait. La commune du Prêcheur est particulièrement vulnérable aux ouragans et aux cyclones à cause de la montée des eaux. Regardez, ici, il n'y a presque plus d'espace entre la mer et la végétation. Alors aujourd'hui, cette protection naturelle, elle disparaît, ce qui rend les habitants comme Jean-Guy et encore plus vulnérables aux fortes houles, car l'eau est déjà très proche des habitations. Comment penser son avenir lorsque la menace d'être submergé est quotidienne? Reportage de Nicolas Caclin et Laurent Vieuxfort. La maison où on habitait, c'est celle-là. C'était un quartier paisible, bon enfant, puisque on se réunissait chez les voisins. Alors il y avait tout le temps la fête dans le quartier ici.
Lors du passage de l'ouragan, la Martinique n'a pas été concernée. Mais c'est en fin d'après-midi, une houle du sud a dévalé sur le côté Caraïbes. Les vagues qui arrivent, ils s'en passent. Regardez là, elles s'écrasent. Les vagues, elles arrivaient comme ça et a emporté le mur et ça commence à creuser de l'autre côté. Alors vous avez le mur, une partie qui s'est affaissée. J'ai pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je disais qu'on est habitué à ces phénomènes. Mais on avait mis une bâche pour atténuer les embruns dans la maison pour qu'on n'ait pas encore plus de pertes. Et puis on était là. Et puis on a vu une première vague arriver dans l'obscurité. Mais on voit arriver la masse noire. On a dit, celle-là, elle est dangereuse. Mais on n'avait pas vu la deuxième. Lorsqu'elle a tapé, ça a tapé dans la bâche. Mais la deuxième, c'est passé sur le toit. Et c'est de là que ma compagne me dit, mais non, passez devant. Et on est parti. Je ne peux pas en vouloir à Dieu, puisque bon, pour moi, c'est pas Dieu qui a fait qu'il y ait eu la tempête ou que nous soyons touchés. Béa a déménagé 3 semaines après, et moi, c'est 2 mois que je suis venu la rejoindre ici. Salut! Comment j'ai vécu les premiers jours dans cette maison? Déjà un peu déboussolée, parce que se retrouver en appartement, ça change beaucoup que de vivre au bord de mer, sans voisin, avec juste la musique de la nature. Donc ici, ça a été l'adaptation a été compliquée. On a été relogé par la commune du Pêcheur. On peut dire qu'on a de la chance, même si c'est assez difficile de trouver quelque chose sur Pêcheur, parce qu'on trouve, mais ce sont des maisons déjà meublées. C'est des maisons non meublées qui nous intéressent, sur Pêcheur Saint-Pierre. Dans 10 ans, qu'est-ce que j'aurais voulu que mon quartier redevienne? Le Pêcheur a un projet qui est un projet innovant, c'est déplacer cette population. Mais pour déplacer la population, il faut déjà avoir le terrain, les maisons construites, mais on n'empêche pas la mer de faire son travail. On a bien remarqué qu'à chaque fois que ça se passe, les gens ont nettoyé et sont repartis vivre dans leur maison. Mais c'est protéger les maisons. L'eau soit rentrée, qu'on enlève, on a perdu quelques meubles, c'est pas un problème, on peut changer les meubles. Mais perdre la maison, c'est ça le problème. Moi, j'aurais voulu que ces maisons soient protégées en faisant un bon enrochement. Vous l'avez vu, nos îles sont particulièrement touchées et menacées par la montée des eaux due au dérèglement climatique et en particulier au réchauffement planétaire. C'est le focus de votre chronique, Aurélie. Exactement, Muriel. On peut déjà rappeler ce que c'est le réchauffement climatique. C'est l'augmentation générale des températures moyennes dans le monde. Et ça, c'est à cause de l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. D'accord. Et d'abord, quelle est la cause de la montée des eaux? Alors, il y a 2 causes principales. Regardez, on a d'abord la fonte des glaciers. Alors, les glaciers, on les trouve au niveau des pôles nord et sud et dans les chaînes de montagne. Ils ont perdu 5% de leur volume total depuis 2000. C'est 5% d'eau qui s'est ajouté à l'océan. Et ensuite, il y a le réchauffement de l'océan. Il y a un phénomène de dilatation qui augmente le volume de l'eau quand elle monte en température. Résultat pour les territoires d'outre-mer, 3 à 5 mm de plus de montée des eaux par an. Ça paraît peu, mais c'est énorme. Alors pourquoi sommes-nous si menacés? Alors, je vous ai préparé une petite carte. Regardez, d'abord, parce qu'il y a des îles qui sont basses et plates. C'est le cas à Saint-Pierre-et-Miquelon et à 13 000 km de là, à Wallis et Futuna. Regardez. Alors, vous voyez la hauteur des plus hauts sommets, 240 mètres pour Saint-Pierre-et-Miquelon, 524 mètres pour Wallis et Futuna. Mais en moyenne, ces 2 territoires sont à moins de 10 mètres au-dessus de la mer. Donc il y a des risques d'inondation et des zones qui deviennent inhabitables, comme dans le village de Miquelon, où 600 habitants sont en train d'être déplacés. Ce sont des premiers réfugiés climatiques pour les territoires d'outre-mer. Une des solutions possibles, regardez ici, c'est l'enrochement à même le littoral ou avec des digues, comme celle-là. Ça se fait notamment à Wallis et Futuna. Les barrières de roche dissipent les vagues, protègent les habitations et préviennent l'érosion des côtes. Mais il n'y a pas de barrière de corail partout en Outre-mer. Exactement. Il n'y en a pas, par exemple, en Guyane. La Guyane est continentale,
Donc, contrairement aux autres territoires, elle n'a pas cette protection. L'espace côtier en Guyane est très bas. Donc, la ville de Kourou, où se trouve la base spatiale européenne, elle est située en moyenne à 3 mètres au-dessus de la mer, et c'est le cas de beaucoup de villes du littoral guyanais. Une solution possible, déjà entreprise à Kourou, regardez, c'est la construction de dunes de sable artificielles. Cette méthode a déjà fait ses preuves, même s'il faut encore trouver des solutions sur le long terme. Et je reviens sur les territoires qui sont plus menacés que d'autres. C'est le cas de la Réunion, notamment. Regardez, elle connaît une hausse très importante du niveau de l'eau, la plus grande hausse de tous les territoires d'outre-mer, 5 mm par an en moyenne. L'eau est montée de 14 cm en un peu plus de 30 ans. D'abord parce que l'eau se réchauffe plus vite dans l'océan Indien, et parce qu'en plus, elle pousse des courants de masse chaude vers ses côtes. Donc là, il y a encore une autre solution. On en a parlé tout à l'heure avec le père Auguste. Il y a protéger le récif corallien. Voilà, les projets sont mis en place pour repeupler certaines zones de coraux qui sont cultivées en nurserie pour reconstituer la barrière naturelle. Et est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles, Aurélie? Il y a bien sûr de très bonnes nouvelles, notamment ici en Guadeloupe avec la mangrove. Donc la mangrove guadeloupéenne, elle a augmenté sa surface de 18,8% en 20 ans. Il y en a maintenant 3950 hectares. La mangrove a pris la place des marais saumâtres. Alors les marais saumâtres, ils sont situés à l'arrière des mangroves et ils étaient très utilisés au début du XXe siècle pour l'agriculture et le bétail. Et puis petit à petit, ils ont été beaucoup moins utilisés, puis plus du tout, par l'homme, et la nature a repris ses droits, bien encouragée par les associations de protection de la mangrove. En résumé, même si nous sommes tous potentiellement vulnérables, les scientifiques nous le disent. Si on ne peut pas arrêter le réchauffement climatique, on peut encore en atténuer les effets. La mission des Outre-mer, continuer à développer des solutions durables pour se protéger et faire peut-être, une fois de plus, valeur d'exemple. Merci beaucoup Aurélie. Et pour aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur le site internet d'Outre-mer la Première, où il y a toute une page consacrée à l'océan. Des reportages reviennent sur les tempêtes, les inondations ou encore le changement climatique qui bouleverse nos vies, avec évidemment quelques solutions. Et vous allez pouvoir retrouver cette émission et bien d'autres sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet avec des contenus sélectionnés, créés pour vous.